Le mix média, cette approche graphique qui permet de combiner différentes techniques pour créer des œuvres visuelles, ainsi que la création d'un studio de production sont les sujets que nous avons abordés avec Danae Gossé, réalisatrice et fondatrice du studio Pencil. Si vous voulez découvrir un peu plus ces différentes créations, je vous laisse jeter un coup d'œil sur son site internet ou alors sur ses différents réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent en description. Aussi, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou encore à le soutenir via Tipeee. Bienvenue sur Motion Meet et bon podcast. Salut Danae, bienvenue dans Motion Meet. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va ? Ça va très bien et toi Paul, merci de me recevoir. Ça va très bien. Très content de t'avoir là. Pour la petite anecdote, on avait déjà essayé d'enregistrer tous les deux et puis après, il y a eu des péripéties à droite à gauche. Depuis, c'était quoi, il y a 2 ans, c'est ça ? Qu'on avait essayé de faire quelque chose. Et depuis, toi, t'as fait pas mal de choses entre-temps. Et donc, je pense qu'il fallait remettre le podcast à jour, tout simplement, quoi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Danae Gossé, j'ai grandi à Paris. Je suis réalisatrice et fondatrice du studio Pencil TV, donc qui est basé à Paris. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, toi, ton parcours? T'es réalisatrice, mais plutôt dans l'animation, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, donc je suis réalisatrice en animation. J'ai fait quelques projets de live action quand j'étais encore étudiante, et là récemment aussi j'ai co-réalisé un documentaire qui va bientôt sortir sur un lettriste argentin que j'avais co-réalisé en 2019 et qui va sortir seulement maintenant. Mais c'est seulement un projet qui était vraiment en live action et tout le reste est effectivement de l'animation. Ok, d'accord, stylé. C'est qui ce lettriste argentin ? Tu peux en parler un petit peu ou pas du tout ? Ouais, je peux en parler un petit peu. C'est un lettriste qui s'appelle Luis Benz, qui habite à côté de Buenos Aires, c'est pas un village, mais bon, c'est une ville à côté de Buenos Aires qui s'appelle El Tigre. Et donc, c'est un lettriste qui effectuait des panneaux de pub pour des business locaux, par exemple, un stand de glace, un stand de légumes. Et donc voilà. Et donc, j'ai co-réalisé avec un ami à moi, ce mini documentaire de 5-6 minutes sur la vie de ce lettriste qui habite je pense qu'on peut, dans les proximités de Buenos Aires. Ok, stylé. Et toi, comment tu l'as connu ? C'est quelqu'un de connu ? Parce que moi, je le connais pas du tout. Mais est-ce qu'il est... Non, alors il est pas du tout connu, et c'est aussi ça en fait qui est intéressant, c'est que ça raconte la vie de quelqu'un qui n'a pas, voilà, genre ce n'est pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de très humble, qui vit très modestement dans cette ville El Tigre. Et donc c'est un ami à moi qui allait souvent à Buenos Aires parce que sa tante y habitait et qui a rencontré par hasard cet homme parce qu'il avait vu ses pancartes dans la rue. Et il trouvait ça génial, et donc il s'est intéressé à sa vie, et donc il l'avait rencontré une fois, donc quand j'habitais à New York à l'époque, il m'avait parlé de cet homme, et un jour on avait un peu du temps devant nous et on s'est dit on devrait aller là-bas et réaliser un documentaire sur lui. Et donc on est allé en Argentine et on a shooté plein de trucs. Enfin c'était surtout lui en travaillant, racontant sa vie. Il nous a ouvert les portes de chez lui, on a rencontré sa femme, on déjeunait, dînait avec eux. Donc c'était une expérience hyper immersive et enrichissante, et c'était vraiment incroyable de s'intéresser un peu à la vie de quelqu'un qui n'était pas vraiment reconnu dans son artisanat, à une échelle dans le monde de l'art ou global. Donc c'était génial en fait de pouvoir lui donner cette plateforme pour raconter sa vie. C'est quelqu'un qui a une vie très dure mais aussi très intéressante. C'est un homme de 75 ans, donc on peut imaginer toute la vie qu'il a eue, et donc c'était génial de pouvoir vraiment avoir cette opportunité pour mettre en avant sa vie
et son talent, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Donc, c'était génial comme expérience. Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Et lui, comment il a réagi à tout ça, un peu à cette exposition, entre guillemets, à quelques personnes qui viennent s'intéresser à sa vie, à sa carrière? Lui, il était vraiment, il était très touché, il était très heureux de nous avoir. Euh, il s'est vraiment livré à nous. C'était aussi un moment très émotionnel parce qu'il parle de choses dures qu'on retrouve dans le documentaire. Je vais pas trop le spoiler. Ouais. Mais il était heureux de nous avoir. Il était content d'avoir cette plateforme pour raconter son histoire. Et c'était très émouvant. C'était un moment très émouvant. Ok, très bien. Bah, c'est cool. Ça sort quand? Oui. Ça sort très bientôt. Je pense qu'on va essayer de le sortir fin avril, début mai. J'espère, en tout cas. Mais on a fini le montage. Enfin, tout est fini. Donc, voilà, j'espère qu'on va pouvoir le voir bientôt. Ok, stylé. Bah, trop content alors, pour toi d'avoir ce petit truc. Ça a l'air de bien te passionner, en tout cas. Oui. On a fait une petite aparté, du coup, sur le milieu de l'animation. Est-ce que tu peux nous dire, tu nous as dit que tu étais à New York pendant un moment, etc. Tu peux nous raconter un peu tout ça, tout ton parcours New York, et puis tes études peut-être, et puis un peu ta carrière avant d'arriver à créer le studio Pencil? Oui, donc j'ai grandi à Paris et quand donc après mon bac, je suis partie aux États-Unis pour faire mes études. J'ai fait mes études à l'École des Arts Visuels de New York, donc SVA, Okay. School of Visual Arts, et je suis restée à New York pendant 10 ans. Donc j'ai d'abord fait donc mon temps d'études qui a duré 4 ans, et après j'ai travaillé donc dans des agences. J'ai travaillé d'abord un petit peu en animation, puis j'ai travaillé pour le studio de design Sagmeister Walsh pendant 2 ans. Okay. Puis je suis un peu revenue à mon compte en tant que réal freelance, mais donc j'ai eu un peu plein d'expériences qui m'ont amené à donc monter mon studio Pencil. Mais je suis en revanche rentrée en France pendant le Covid. Okay. Donc ça a été un peu un gros changement de vie où j'ai quitté un peu ma vie d'agence, où j'étais freelance, réal, slash, je faisais un peu mes projets et j'embauchais déjà un peu des prestataires, mais sous une forme plus perso. Donc maintenant, grâce à Pencil, j'ai pu élargir un peu cette collaboration que j'avais avec mes prestataires qui sont sur des échelles un peu plus grandes au niveau des projets. Mais voilà. Et donc c'est aujourd'hui, donc j'ai Pencil et c'est ce que je fais tous les jours. Ok, ça marche. On va arriver sur Pencil un peu plus tard dans le podcast. Comme ça, on y va étape par étape. Et puis on va pouvoir en parler un tout petit peu mieux. Est-ce que ça te dit qu'on passe au double expresso? Ouais. Le double expresso, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est un peu du combini. C'est, je te pose 2 questions et t'as 2 choix entre 2 réponses et tu dois en choisir qu'une seule. Ok? Ok. Je peux répondre un peu à côté ou pas? Tu peux répondre un peu à côté si tu veux, mais bon, c'est tricher Ok, quoi. ok. Ok, ça marche? C'est parti? Ouais, c'est parti. Animation ou design? Alors, je pense que le design m'aide beaucoup avec l'animation, d'une certaine manière, sur un plan plus élargi et visuel. Donc, je vais répondre à design. Mac ou PC? Mac. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Toujours couleur. France ou USA? France en ce moment et USA quand j'y retourne. Donc, un peu des deux. Ok. Texture ou flat? Texture. Toujours texture. Dynamique ou enivrant? Dynamique. Solo ou en équipe? En équipe. Projet perso ou projet pro? Projet pro. 2D ou 3D? 2D. Et enfin, numérique ou analogique? Analogique. Analogique à fond, ok. Ouais. Ça marche, ça va, c'était pas des questions trop pièges? Non. Non, ouais, c'est marrant parce que du coup, j'ai réécouté ce qu'on avait fait il y a 2 ans et tu m'avais répondu, je crois, animation au lieu de design. Tu m'as répondu USA à ce moment-là. Ouais. Du coup, il y a pas mal de petits choses trucs qui ont changé depuis. Ouais, exactement. C'est ça. Est-ce que ça te dit qu'on parle un petit peu de mix média, un peu de technique, Bien sûr. ce que tu fais un peu tous les jours en prod avant de passer à ton studio? Moi, je voudrais savoir un peu comment t'es tombé dedans et comment est-ce que t'as développé du coup cette technique? Ouais, donc
ça s'est fait très naturellement. Donc j'ai eu de la chance un peu d'avoir rencontré les bonnes personnes qui m'ont fait faire les bonnes choses, qui m'ont fait faire un peu, enfin voilà, qui m'ont un peu hameçonné vers cette trajectoire de mix media. Mais à la base, j'ai été étudiante en design à l'école des arts visuels, donc je faisais vraiment du graphisme pur et dur, voilà, de l'identité visuelle, du packaging, etc. Et c'était quelque chose qui me passionnait énormément. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs mentors qui ont été vraiment extrêmement importants dans mon parcours. Donc j'avais une de mes profs qui s'appelait, malheureusement elle est décédée l'année dernière, mais une prof, enfin une designer qui était une prof incroyable qui s'appelait Karen Goldberg. Qui m'a vraiment donné, et je pense que c'est tellement important d'avoir des gens comme ça dans son entourage, mais qui m'a vraiment donné confiance en moi pour vraiment laisser véhiculer la créativité comme je le sentais. Elle m'a un peu fait remettre les choses en cause. Elle m'a un peu dit d'une certaine manière, je pense pas que tu sois faite pour faire genre du graphisme pur et dur. Je pense que ton talent est un peu autre part. Genre, tu devrais vraiment investiguer ça. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire beaucoup d'illustrations, mais des illustrations d'un ordre très graphique, pas trop. C'était pas très figuratif. C'était assez abstrait. Ouais, c'était très abstrait. Très abstrait. C'était très chargé visuellement, d'un côté très maximaliste. Donc, je suis un peu rentrée dans une phase où j'ai illustré énormément. Et naturellement, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux images en mouvement. J'ai voulu que ces illustrations bougent, en fait. Et donc, j'ai eu une envie, grâce à un peu, voilà, genre cette confiance qu'on m'a donnée, d'aller au-delà encore des images statiques. J'ai été intéressée par les images en mouvement. Donc, suite à ça, j'ai eu un deuxième mentor, qui est un de mes profs encore, qui s'appelait Pablo Delcan, qui m'avait donné, à l'époque, un devoir, et c'était un devoir c'était seulement lui et moi, donc c'était une classe indépendante, une classe d'études indépendantes. Et il m'avait donné comme devoir de tous les jours faire une animation sur le rêve que j'avais la nuit d'avant. Et donc j'étais très intéressée par le subconscient à l'époque. J'étais un peu passionnée par les rêves. J'avais beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'idées qui venaient à travers mes rêves. Et donc ça a été quelque chose qui m'a tout de suite passionnée comme sujet. En plus de mixer quelque chose dont j'avais vraiment envie d'apprendre l'animation. Et j'avais par la même occasion cette opportunité, en plus de puiser dans mon subconscient, dans mon inconscient, dans mes rêves, et donc d'avoir un peu vraiment toute cette tout ce côté contemplatif que je recherchais, enfin qui était très important pour moi à l'époque et qui vraiment puisait dans ma créativité. Donc à partir de là, j'ai eu un moment où je pense que je suis complètement tombée amoureuse du processus, où j'étais, je pense qu'on peut le dire, presque obsédée par ce devoir, ce travail, cette introspection, tout ce procédé. Et j'ai commencé à énormément mixer des techniques à travers plein de supports différents, en fait. Et je faisais tout le temps des mix and match de techniques. Je pensais à de la 3D, comment est-ce que je peux mixer de la 3D avec de la RISO, comment est-ce que je peux faire ci, comment je peux faire ça. Ah oui. Donc et en fait c'est devenu vraiment, voilà, genre il y avait plein d'idées qui me venaient. C'était un moment incroyable de pouvoir vraiment avoir cette chance en tant qu'étudiante d'avoir vraiment le temps aussi et d'être dans la position d'apprentissage, de pouvoir de s'octroyer en fait tout simplement aussi une espèce de marge pour faire des erreurs et de se dire que c'est ok parce qu'on est vraiment dans cette position d'apprentissage qui est au final un peu aussi une question de mentalité, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire même dans notre vie professionnelle, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très spécial d'être un peu dans cette position que j'ai absolument adoré. C'est clair. En plus, tu as une liberté assez totale là-dessus, donc ça a l'air d'être
incroyable, quoi. Et du coup, tu faisais genre des rêves éveillés, tu te réveillais la nuit, tu notais tes trucs et puis Ouais. tu repartais en anime, c'est ça? J'avais des notes vocales sur mon téléphone. Et donc, et Ok. parfois, puis c'était drôle parce que j'enregistrais mon rêve et après je me rendormais. Donc, genre, ma note vocale durait 1 heure et demie. Tu sais. On m'entendait dormir après. Mais donc, oui, non, mais donc, je les enregistrais beaucoup. Et après, oui, enfin, j'avais un calepin où je notais des trucs, où je faisais des sketchs. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je procédais. Ok, trop bien, trop bien. Et après, du coup, après tes études, t'es parti en agence, c'est ça? Ou t'as eu des petits entre-deux après? Euh, alors donc quand j'ai fini mes études, mon prof donc qui m'avait donné ce travail de sur les rêves m'a embauché pour travailler avec lui sur un clip de musique qui était aussi un peu un truc qui était très mix média. C'était pour un groupe qui s'appelait Doll Shot, il me semble. Et c'était une chanson très chelou d'ailleurs, mais et c'était vraiment marrant de travailler avec mon prof et quelqu'un que j'admirais autant sur un projet, de voir un peu comment lui gérait son studio. Ça, c'était génial. Et donc, j'ai travaillé avec lui pendant, oui, c'était genre 3-4 mois, un truc comme ça. Et après, il y a un autre studio à New York qui avait un peu suivi mon travail pendant mes études, qui avait vu ce que j'avais fait avec Pablo sur le clip de musique, qui m'avait embauché pour travailler sur un clip de musique pour l'artiste Mitski. Euh, avec donc avec le studio Art Camp et Sat Moussagi. Donc, il m'avait embauché pour justement élaborer un peu toute la partie mix média du projet, qui était un mix entre la 3D et la 2D, chose que j'avais déjà commencé à développer pendant mes études. Et donc, ça avait vraiment fait un mix voilà, genre, enfin, sur une plus grande échelle, c'est-à-dire un clip de musique qui était d'à peu près 2 minutes 30, alors que toutes les animations que j'avais fait avant étaient vraiment très courtes, entre 5 et 10 secondes. Euh, donc voilà, donc ça, c'était un projet c'était le plus gros projet sur lequel j'avais travaillé et aussi, j'ai eu de la chance que ça soit arrivé très tôt dans ma carrière. Donc, on a travaillé sur ce Ouais. projet pendant environ 3-4 mois. Ok. Et donc c'était génial, une expérience. C'était une expérience folle. J'ai adoré travailler sur ce projet. Et du coup, c'était quoi un peu comme technique dessus? C'était vidéo plus tu faisais quoi un peu dessus? Alors c'était de la 3D. Ouais. Et j'avais fait une technique, donc en gros, j'avais imprimé toutes les pages que j'avais retexturisées à la main, image par image, puis Ok. rescanné et séquencé. Donc c'était la technique qui avait été utilisée pour ce clip. Ok, ça marche. Et pardon, je t'ai coupé, t'allais enchaîner sur autre chose, peut-être? Oui. Et donc, non, après ce clip, donc, qui avait été très bien reçu, c'était un gros projet pour une artiste que j'adorais, une chanson aussi qui était géniale. Donc, c'était hyper excitant. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu une bonne période de creux, en me demandant, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je veux dire, là, c'était un projet Ok. en freelance qui était un peu, sorti de nulle part, mais bon, enfin, je veux dire, clairement, je venais d'avoir mon diplôme, je voulais pas du tout me lancer dans un, dans une carrière de freelance. Je voulais avoir une expérience en agence, mais bon, mon profil était quand même assez Ouais. atypique, en sachant que voilà, je faisais des trucs en mix média, mais j'avais aussi fait un parcours vraiment avec un diplôme en graphisme. J'avais essayé certaines boîtes avaient été un énorme échec, j'avais démissionné, enfin bref, donc c'était vraiment des quelques mois Ok. où j'étais un peu perdue, quoi. Genre, je me disais, mais qu'est-ce que je vais Ok. faire qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça marchait pas, et enfin bon, donc j'étais hyper frustrée. Et puis, un jour, j'ai vu passer, en fait, un appel à un stage dans l'agence de design dont laquelle j'étais mais fan, le plus fan sur terre, vraiment, qui s'appelait D'accord. Sagmeister & Walsh. Et pendant toutes mes études, j'étais complètement une fangirl de leur travail, enfin de leurs travaux. C'était pour moi des dieux vivants. Enfin, je veux dire, je vénérais ce qu'ils faisaient. Enfin, vraiment,
j'avais énormément d'admiration pour leur travail. Et donc, j'avais vu passer qu'ils cherchaient un stagiaire. Donc, en sachant que bon, à ce moment-là de ma carrière, je cherchais pas vraiment un stage. J'avais fait déjà 1 milliard de stages. Je voulais vraiment avoir un job full time. Mais Ouais. bon, je me suis dit, dans mon raisonnement, je vais prendre ce stage et à la fin de mon stage, je vais être embauchée parce que je vais faire du super travail et que je vais bosser comme une acharnée. Et est-ce qu'aux États-Unis ça marche pas un peu comme ça aussi? Est-ce que tu rentres pas plutôt par un stage pour ensuite, je sais pas du tout. Il me si, semble que j'avais vu ça peut-être dans un film. Tu peux complètement. Après, je veux dire, je pense qu'en France aussi, peut-être. Genre, si tu fais du super boulot dans un stage et que les gens sont contents de ton travail, que ça se passe bien, je pense qu'ils ont envie de te garder. Mais en tout cas, voilà, quand j'y suis allée avec cette mentalité de genre, ça va être un stage qui va déboucher dans un job. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, je l'ai un peu manifesté, si on, si on peut dire ça. Mais je me suis vraiment donné les moyens et heureusement, ça s'est bien fini et j'ai appris énormément à travers ce travail. Et c'était une chance de dingue pour moi d'être là et, avec autant de gens qui sont autant talentueux dans divers domaines, qui sont passionnés, qui avaient vraiment envie de travailler, envie de faire des projets. J'ai beaucoup aussi appris sur la production des projets, sur l'organisation, sur le management un peu, de la manière dont les teams, comment gérer une team. Donc ça, c'était hyper enrichissant. Déjà là-bas, tu gérais un peu des gens parfois à quelques moments? Parfois, rarement quand même, parce que j'étais quand même à un stade junior. Mais en revanche, j'étais une éponge. Je voyais très bien ce qui se passait, comment est-ce que les personnes dans un statut un peu plus senior, j'ai géré les teams, etc. Donc je prenais vraiment note de tout ce qui se passait et en ayant dans l'idée, en sachant que ça allait être enrichissant pour plus tard, pour m'apporter quand moi j'aurai ma propre agence, qui était toujours mon rêve, et je savais d'une certaine manière que c'était vers ce quoi je gravitais naturellement. Ah ok, du coup toi t'avais un goal, c'était vraiment, tu savais que tu voulais avoir ton agence de production ou de design à un moment, quoi. Oui, toujours. Et ouais, du coup là t'as un peu fait tout ton parcours et après ton agence, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai décidé de démissionner parce que ça faisait déjà... De ton job de rêve? Oui, mais en fait, au bout de 2 ans, j'avais déjà, je pense, appris tout ce que je devais apprendre. Évidemment que non, je veux dire, j'aurais pu rester plus, apprendre plus de cet endroit, mais en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi savoir quand partir au bon moment, en fait. Et j'ai eu ce feeling-là, en fait, que c'était génial. Et j'étais trop contente d'avoir eu cette expérience, mais que là, j'ai été prête pour une nouvelle aventure. J'étais prête pour quelque chose d'autre. Et j'ai vraiment, c'était instinctif, en fait. Genre, j'ai eu ce moment où j'ai su qu'il était temps que je change de route. Et j'avais besoin un peu d'un nouvel axe dans ma vie. Et donc, voilà. Donc, j'ai pris cette décision que je regrette pas du tout, d'ailleurs, mais oui. Et qu'est-ce qui t'a fait avoir ce petit déclic de te dire ok, c'est bon, là je suis prête, je peux me lancer? En vrai, c'était aussi une histoire d'opportunité parce qu'on m'avait proposé à l'époque de co-réaliser un clip de musique pour Kelsey Lou, Boys Noise et Chili Gonzalez. Et en fait, ça a été un peu le truc déclencheur où je me suis dit, bon, il faut pas que je rate cette opportunité. Ça vient exactement au moment où je pense que je suis prête pour prendre une direction différente et je pense que voilà, il faut que je me lance. Et donc j'ai accepté, j'ai démissionné, j'ai commencé mon travail et donc voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Ok, ça marche. Ah, j'aime bien ton histoire, ça fait vraiment genre
un peu les success stories que tu peux entendre, mais ça fait genre le truc, t'as accepté, enfin, t'as eu des échecs, des erreurs, et puis même quand t'as un peu, quand t'es en études, t'as accepté d'avoir des échecs parfois. Parfois, quand t'es étudiant, tu te dis non, j'aurais pas le temps, il faut absolument que ce soit carré, etc. Alors que non, en fait, c'est le moment, comme tu dis, où tu peux avoir, enfin, t'as le droit d'échouer, en fait. Enfin, de faire des trucs pas forcément bien. Et après, ouais, je trouve ça même intéressant que tu nous dises que tu as eu des petites expériences qui se sont plus ou moins bien passées avant de trouver quelque chose qui t'a plu vraiment, avant d'avoir l'opportunité de rentrer dans l'agence de tes rêves, quoi, entre guillemets. Parce que, ouais, je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent être dans cette situation-là où tu dis, OK, j'en suis où? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois continuer comme ça ou est-ce que je dois tout changer d'un coup? Que ce soit aussi bien dans l'art que dans d'autres domaines. Et du coup, ouais, je trouve ça assez inspirant en fait de se dire que ok, c'est pas grave, il y a des moments où faut s'accorder le moment de pas réussir forcément, quoi. Mais je vais même dire, bon, là, ça va être un peu truc d'inspiration, on va dire ça, mais je veux dire, j'adore les échecs, je veux dire, et c'est comme ça, je trouve qu'on grandit le plus au final. Genre, c'est justement en étant un peu en sortant de sa zone de confort. C'est toujours été, tout était toujours bien et plat. Je veux dire, je pense qu'on apprend le plus dans des moments où on est le plus vulnérable, le plus déstabilisé, et on apprend de ses erreurs. Enfin, et oui, effectivement, c'est pas des moments qui sont très agréables, c'est sûr, mais c'est essentiel, vraiment. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est de là où t'apprends le plus, en fait. Ouais. Tu dis, ok, ça a pas marché. Pourquoi? Maintenant, tu sais pourquoi ça a pas marché, quoi. Mais ouais, c'était le moment inspirationnel. Du coup, je mettrai des petits violons et je le mettrai sur TikTok. Exactement. Billionnaire, je sais pas quoi, là. Et puis, ça part. Ok pour ça. Du coup, freelance, est-ce que ça te dérange si on reste un petit peu dans la technique avant de rentrer, d'aller un peu plus dans le studio que tu as créé juste après? Ouais, bien sûr. En fait, toi, du coup, comme le mix média, c'est un mélange de plusieurs techniques différentes. Comment est-ce que tu arrives à rester un peu à l'affût de tout ça, de tout ce qui se passe à droite à gauche? Alors, donc, c'est une bonne question. Je pense que d'une certaine manière, je pense que j'ai un peu un côté qui est très contemplatif. Donc, de rester à l'affût, enfin, je pense que je vais plus regarder mon quotidien. Je pense que c'est ça, en fait, qui m'inspire le plus, en fait. C'est vraiment d'essayer d'avoir une mentalité d'observation et de contemplation. Je vais pas être sur tous les blogs de design, des trucs, des machins. Enfin, à vrai dire, je veux dire, oui, je peux voir du travail qui m'inspire, etc. C'est génial, mais je vais plus essayer de puiser mon inspiration intérieurement et par le monde qui m'entoure directement. Après, évidemment, que ça soit par aller voir des galeries, regarder des films, mais c'est aussi d'être un peu en pleine conscience, même quand je marche dans la rue, d'essayer de voir des combinaisons de couleurs, genre des ombres qui sont stylées, genre je vais m'arrêter, prendre une photo, enfin. Okay. Peut-être être moins dans cette espèce de c'est quoi ce truc en ce moment qui fait un peu du buzz, mais plus je me fie plus à mon instinct, on va dire, plutôt que aux autres choses qui se passent d'une certaine manière, mais qui rentrent évidemment dans ton champ de vision parce que on est au final, je pense, vraiment le produit de tout ce qui nous entoure, de notre environnement, des conversations qu'on a avec les gens, de ce qu'on voit. Donc évidemment que ça a un impact, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre justement son environnement et cet impact émotionnel, visuel, etc., et de l'intégrer d'une manière personnelle. Je ne sais pas si ça a du sens. Non, si. Voilà. Mais donc, je reste pas à l'affût. En tout cas, je pense pas. Mais donc, j'essaye plus de me faire confiance et de faire confiance en ce que je vois, en ce que je ressens, dans mes expériences, dans mes relations, et essayer de traduire ça visuellement, parce qu'au final, c'est mon moyen de communication. C'est un peu des mouvements en images. C'est la manière dont moi je m'exprime. Voilà, genre je pense qu'il y a des gens qui ont des mots, qui parlent très bien, qui s'expriment à travers la cuisine, à travers l'écriture. Voilà, moi je m'exprime plus avec
avec des mouvements en images qui sont inspirés par ma vie un peu du quotidien et beaucoup aussi de questions existentielles que j'ai eues récemment. Voilà. Ok. Et est-ce que du coup tu mets un peu de toi dans chacun de tes travaux plus ou moins, même quand c'est des choses un peu plus commerciales ou pas? Comment est-ce que tu abordes un peu ce genre Complètement. de projet? Je pense que oui. Après, je pense que dans les projets commerciaux, tout simplement, c'est une balance à prendre. Mais j'ai de la chance aujourd'hui, je pense, d'avoir réussi à vendre cette partie de moi dans les projets commerciaux, dans le sens où généralement, quand les clients me contactent, c'est parce qu'ils ont envie d'un esthétique un peu rêveur, très lyrique, fantaisiste, contemplatif. Généralement, voilà, on me demande pas de faire une pub euh, très très commerciale qui serait en dehors de mon champ d'expertise. Après, je calibre en fait. Je comprends le besoin du client, je me l'approprie, je fais une proposition en fait qui est juste, voilà, qui fait partie aussi des choses que moi je peux apporter, qui sont dans mes zones d'expertise d'une certaine manière. Mais c'est aussi, je pense, l'attente du client. Après, combien de fois est-ce que j'ai dû recalibrer pour aller plus vers le client que moi? Mais en vrai, c'est une concession. Je veux dire, je le vis pas comme. Il faut aussi comprendre, je pense, les attentes et savoir être flexible, c'est extrêmement important. Donc voilà. Donc je pense, oui, apporter de son âme, de son travail, mais en même temps garder cette flexibilité et comprendre aussi les besoins du client. Donc voilà. Après, on peut apporter des solutions. C'est possible. Moi, personnellement, je pense que ça serait une bonne concession qui marcherait mieux pour le projet. Le client, il peut décider voilà, genre lui aussi d'avoir une flexibilité pour intégrer des nouvelles idées. Mais bon, voilà, genre c'est aussi notre rôle, je pense, d'avoir cette compréhension du client et de pas rester bloqué dans cette espèce de besoin artistique lorsque c'est un projet commercial. Oui, de pas se dire ah putain le client il est trop con et il comprend rien du tout. Mais du coup, toi, quand tu sors le projet, par exemple sur ton site internet, sur Insta ou des trucs comme ça, est-ce que tu sors ta version ou tu sors la version avec les idées du client dedans? Ça dépend. J'ai plutôt, oui, je peux me faire une director's cut et sortir ça à la place, bien sûr. Après, il n'y a pas un monde qui sépare ma version et celle du client. C'est juste que moi, je préférais ces couleurs-là, ou lui, il a mis, j'en sais rien, il a rajouté un truc qui correspondait moins avec mon esthétique. Bon, c'est rarement des choses qui ont rien à voir. Mais oui, complètement. Je peux complètement sortir ma version du projet. Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler d'un projet en particulier, comment tu les abordes? Par exemple, moi j'ai eu plein de questions d'auditeurs du coup qui sont un peu dans l'aspect technique de ton travail. C'est par exemple comment tu fais pour avoir des animations fluides, quelle cadence tu utilises, par exemple le nombre d'images que tu peux imprimer pour faire tes animations et puis après les recoloriser à la main, etc. Pour avoir toujours la même, par exemple, la même qualité et pas trop toi t'épuiser et en avoir marre. Comment est-ce que tu abordes les projets comme ça? Dans mon workflow, enfin genre du moment où dans ton workflow, je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu veux prendre un projet en particulier en exemple ou si tu veux faire un peu plus global. Je pense que j'ai à peu près la même approche pour tous mes projets. Donc il y a vraiment un temps que je prends au début de chaque projet qui est vraiment dédié à la recherche. Donc, et ça c'est je pense le moment un peu le plus important parce que c'est vraiment le moment où je vais décider de la direction artistique, de la cadence du film, de la manière dont il va être monté au niveau de l'editing, des couleurs, de la texture. Donc j'aime beaucoup passer énormément de temps dans le stade de recherche pour être sûr d'avoir vraiment une vision et une compréhension à 360 globale du projet avant même de l'avoir commencé.
Du coup, ça te prend à peu près combien de temps, par exemple? Je vais dire que j'aime bien prendre au moins 2 semaines pour la recherche, le mood board. 2 semaines, ok. Ouais, j'aime vraiment dédier beaucoup de temps à ce stade du projet. Et est-ce que c'est quelque chose que tu factures, ça, ces 2 semaines de recherche ou pas? Bah oui, bien Enfin, sûr. je sais. Ouais, Ça ouais. fait partie du projet. Donc après, je veux dire, moi je présente mes travaux de recherche aux clients. C'est pas Ouais. c'est pas quelque chose d'anodin. Ça Oui, rentre. tu livres une sorte de cahier de mood board, Exactement. d'inspiration, etc. Et d'ailleurs, qu'ils doivent eux valider avant de commencer le projet. Donc c'est une phase de mood board, de recherche. Voilà, ça fait partie du travail, évidemment. Du coup, après, qu'est-ce qui se passe après toute cette recherche? Tu passes en phase de prod, du coup, storyboard, tout ça? Alors oui, j'aime bien m'essayer un exercice qui est souvent genre ce que j'appelle des refmatic. Je sais pas si, enfin oui, c'est une pratique assez connue, mais en gros, c'est que je vais assembler des références en mouvement dans la timeline d'un projet, que ça soit commercial ou clip de musique. En fait, tout simplement, je vais faire un montage avec des références pour avoir un peu une idée encore plus approfondie du montage. Donc ça, c'est aussi ça prend beaucoup de temps aussi de faire ça, mais je veux dire, quand j'ai fini ça, généralement, je sais exactement à quoi mon projet va ressembler, quoi. Et donc après, évidemment, ce que je fais généralement, par exemple, avec des clips de musique, c'est que je vais couper la musique en fonction de la chanson, puis je vais écrire des textes en fonction de chaque couplet, de chaque verse. C'est des couplets et comment ça s'appelle? Ouais. Et les refrains? Voilà, refrain, merci. Voilà, on trouve des couplets, des refrains, donc avec les paroles. Je vais essayer vraiment de décortiquer en fait la chanson et mettre des mots sur le côté narratif. Et après, je vais passer au côté storyboard. Donc là, je vais remplacer un peu les refmatiques. En fait, je vais faire un mélange du refmatic et donc ce que j'appelle du Wordomatic, donc qui est un script en fait que je mets en format sur une musique ou une pub ou un audio, etc. pour en fait décrire par les mots ce qui va se passer au cours de l'animation ou du projet, etc. Et donc après, je passe au storyboard. Donc ce qui est un peu genre, donc je prends mon refmatic, j'essaie de comprendre la cadence, le montage, et je l'associe en fait avec mon script et ma narration. Et donc voilà, donc storyboard. Et après, je vais faire mon animatique en 3D, en rough, et après, je développe en beauty animatique jusqu'à la conception finale après le traitement mix média. Ok, ça marche. Et du coup, parfois tu t'entoures de personnes. À quel moment tu fais intervenir d'autres personnes dans ta conception? Alors ça dépend. Généralement, je pense que c'est plus quand j'ai vraiment une bonne idée du projet, donc après que la phase de moodboard ait été approuvée. Parfois, j'ai de l'aide aussi dans cette première phase, donc c'est quelque chose qui fluctue un peu entre les projets. Ok, ça marche. Cool, très intéressant. Et ouais, du coup, pour l'aspect un peu plus technique, par exemple, je sais que tu avais fait un projet pour Nike où t'es venu peindre par-dessus à chaque fois, ou parfois avec des pastels, etc. Par exemple, c'était vraiment pour les questions un peu plus techniques. Combien d'images tu faisais à chaque fois pour chacune des frames, des séquences? Ça dépend je peux en faire entre 8 et 12, quoi. 8 et 12, ok. Ouais. C'est souvent aussi dépendant du framerate final, en fait. Si ça doit être incorporé à quelque chose qui doit être rendu à 24 FPS versus 30, ça me donne la possibilité de soit faire l'animation en 10 FPS ou 12, en fait. Parce que tu multiplies par 2. Ok, je vois. Est-ce que ça te dit qu'on continue un peu sur les questions d'auditeurs? J'en ai eu quelques-unes. Très bien. Il y avait Antonin qui nous demandait quel était le projet qui a fait exploser un peu ta carrière? Alors, je pense que il y a un projet qui m'avait pas mal
aidé en tout cas à avoir d'autres clients dans le domaine un peu du mix media. C'était un projet que j'avais fait pour Nike il y a quelques années et qui était j'avais été commissionnée par une agence qui est à San Francisco. Et voilà, ils travaillaient sur ce spot pour Nike. Ils avaient vu mon travail un peu. Je faisais pas mal de trucs en mix média que je postais sur Instagram. Donc, ils m'avaient trouvé sur Instagram. Et donc, j'ai eu la chance de travailler sur ce spot pour Nike. Et c'était absolument génial. Et donc c'est vrai que j'avais eu pas mal de projets suite à ça en mix média. Donc, ça, c'est un projet qui m'avait pas mal aidé. C'était avec les joueuses de tennis, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Ok, d'accord. Antonin nous a posé pas mal de questions. Je crois que il est vraiment fan. Est-ce que tu avais déjà des projets, t'as déjà eu des projets 100% numériques où à chaque fois tu essaies d'apporter un peu ta patte, ta texture dessus? Je pense que je fais pas du tout de projet 100% numérique, non. C'est un peu, je pense, pour Pencil, je considère vraiment que c'est un studio d'artisanat d'une certaine manière. Ok. Et justement, je pense avec tout ce qui se passe, notre avancée digitale de dingue avec l'IA, etc. Je prends un peu, on va dire, le contre-pied, mais tout en prenant avantage de la technologie. Mais c'est vraiment important pour moi et dans mon process en général de faire des choses physiques et palpables. Donc, je voudrais garder, en tout cas pour un certain temps, ce côté à la main qui représente vraiment le travail de Pencil. Est-ce que tu aurais dans les idées de faire genre une sorte de galerie avec tous tes travaux que tu aurais pu faire à la main, etc., pour voir un peu ton process, tout ça? Bah écoute, j'y ai pensé. J'ai aussi pensé potentiellement en fait, plusieurs fois, j'ai un peu mis des trucs sur Instagram, genre qui veut une frames de ce projet. C'est trop bien. Donc de temps en temps, je fais des trucs où j'en envoie comme ça, quoi. Et c'est vrai que pourquoi pas, j'aimerais bien peut-être élargir, peut-être en envoyer plus ou potentiellement, pourquoi pas une galerie, ça pourrait être intéressant. Après, vu que c'est des images qui sont assez répétitives, je me demande si ça intéresserait vraiment les gens, mais en tout cas, c'est une bonne idée que j'aimerais potentiellement approfondir. Ok, d'accord, intéressant. Ouais, après, t'as plusieurs structures, hein, t'as plusieurs galeries qui font que même si c'est des images répétitives, je pense que t'as des sortes d'installations à créer qui peuvent faire que le truc soit assez intéressant. Ok. Et autre question encore, quels sont tes tips pour que tes projets soient rentables? Parce que on trouve que, en fait, dans ton travail, il y a vraiment c'est assez conséquent, quoi, la somme de travail. Comment est-ce que tu fais pour réussir à être rentable sur tes projets? Moi, j'ai des tarifs élevés. En vrai, c'est comme ça que je m'y retrouve, tout simplement. C'est d'avoir ce côté artisanal et de production peinte à la main avec un mix de digital, d'analogue. C'est des choses qui demandent beaucoup de personnes, ça demande beaucoup de coûts en matériel, ça demande énormément de temps. Donc, dans les devis que j'envoie, c'est forcément, ça a forcément un impact. Du coup, j'ai une question comme ça. Combien de projets tu prends à l'année, par exemple, pour du moment que le projet me plaît, je prends tout. Mais là, par exemple, ce serait je peux regarder sur mon Dropbox, voir à combien j'en suis depuis que j'ai commencé Pencil. Là, je suis au 34e quand même. Ok. Et Pencil, du coup, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an? 1 an et demi? Ça fait depuis janvier 2022. Ok, d'accord. Donc, 2 ans. Ouais. Ok. Ok, ça marche. C'est pas mal, 34. Ça te fait quoi? Ça te fait 17 par an? Ouais. C'est un peu plus d'1 par mois. Donc, c'est quand même pas mal. Et enfin, ce serait quoi ton dream job, ton job de rêve que tu rêverais de travailler dessus? Je pense que en ce moment, j'aimerais bien faire quelque chose qui toucherait un peu plus le mainstream. Par exemple, j'aimerais bien faire un clip de musique pour je sais pas, une artiste un peu pour des artistes pop qui ont beaucoup de visibilité
Ok. Comme genre j'aimerais bien faire un clip pour Dua Lipa, par exemple. Ah ouais, stylé, ok. Ouais, ça, j'aimerais bien faire un truc vraiment qui puisse toucher beaucoup de gens sur une échelle globale. Voilà. T'as Voilà. déjà eu un peu des petits contacts pour essayer d'aller toucher les stars ou pas du tout? J'avais pitché sur un projet pour elle d'ailleurs il y a quelques années que j'avais pas eu malheureusement. Okay. Mais oui, je suis un peu en train de semer des graines par-ci par-là et on va voir. Voilà. Si quelqu'un connaît Dua Lipa. contactez Danae, quoi. Contactez-moi. Voilà. Ouais, c'est cool, stylé. Ok, ça marche. Et bah, c'est tout pour les questions d'auditeurs. En tout cas, j'ai eu pas mal de questions là cette fois-ci. Je pense que t'es celle avec qui j'ai eu le plus de réactions, donc bravo à toi. Donc on va passer un peu plus au concret maintenant. On le tease depuis le début du podcast et on va parler de ton studio Pencil. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de la genèse de tout ça? Qu'est-ce qui a été aussi l'élément déclencheur pour créer ton propre studio, de passer de freelance à du coup à une structure un peu plus? Je te laisse nous en parler. Super. Je pense que ça m'est vraiment venu très naturellement. J'ai eu, je pense, toujours dans ma vie déjà des rôles modèles d'entrepreneurs. Et en grandissant, voilà, enfin, j'ai toujours eu des problèmes avec l'autorité. Je sais pas. Okay. Je pense que je peux rentrer dans la case de petit soldat qui est très très enthousiaste et qui fait tout bien entre guillemets. Mais je suis pas authentique quand j'ai quand j'ai ce rôle en fait. J'ai besoin, je pense, de faire des choses pour moi. Mais ça m'est venu après vraiment un temps que j'ai pris en ayant le plus d'apprentissage possible à travers des mentors, à travers des structures, à travers des agences. Et j'étais ravie d'avoir ces rôles-là, mais je savais que c'était vraiment pour me préparer à avoir ma propre agence un jour. Donc, c'était de l'entraînement, quoi. Oui, de l'entraînement dans un certain sens. Après, je pense vraiment que personne, pas tout le monde n'a cette dualité. Et c'est une vie oui. Avec un peu plus d'incertitude, avec un peu plus de comment dire, avec plus de doutes, avec plus de stress, avec plus de travail. Je veux dire, là, je suis responsable entièrement de mes clients, de mes projets. Je veux dire, il y a un côté. Alors, je quitte mon WhatsApp. Hop là. Il y a un côté qui est assez, qui est un peu flippant parfois. J'ai eu des périodes de creux où je me disais, mais genre là, je veux dire, c'est la merde, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des moments où j'ai vraiment flippé. Et après, quand t'étais en free ou quand t'as démarré ton studio? Non, quand j'ai eu Pencil. Même après de l'avoir démarré, okay. j'ai eu des moments où j'avais genre 10 projets d'un coup et après des périodes de creux de 3 mois où j'avais rien. Et là, je me disais, mais enfin, c'est instable. Et donc, on n'a pas ce sentiment de sécurité. Ça va, ça vient. On se demande, et parfois les projets arrivent. Quand il y en a un, il y en a pas un, il y en a 50 et après il y a rien. Enfin, c'est assez déstabilisant, quoi. Donc après, bon, moi c'est la vie que j'adore et j'ai ce côté, je pense, très américain où pour moi je mets un peu le travail avant tout. En tout cas, dans cette phase de ma vie spécifiquement, et ça a été comme ça depuis un certain moment. Mais voilà, je travaille le soir, je travaille le week-end. Je fais un peu passer mon travail avant tout le reste pour l'instant. Je sais pas si c'est quelque chose qui changera dans le futur, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, c'est ma priorité et je mets, je fais tout ce que je peux pour être le plus authentique face à moi-même et face à mon travail et aux choses que je vais accomplir. Donc voilà, tout simplement, j'essaye de me donner le maximum de moyens pour réussir dans ce que j'entreprends, c'est-à-dire dans ce cas-là ma boîte Pencil.
Mais voilà, donc mais c'est pas, c'est une vie, avec une certaine instabilité qui n'est pas, je pense, faite pour tout le monde, et surtout quand on a d'autres priorités dans la vie, ce qui est complètement normal. Mais voilà, si sa priorité dans la vie, c'est d'avoir une stabilité et une vie sociale bien remplie, bah, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est potentiellement pas la chose qui sera le plus alignée avec ses besoins. Mais bon. En tout cas, pas les premiers temps, quoi, pas les premières années. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que là, je voyais un peu, j'avais posé la question sur LinkedIn et sur Thread, s'il y avait des gens, du coup, qui voulaient créer leur studio. Il y a quand même une grosse majorité, à peu près 70% des gens qui souhaiteraient, qui ont en tout cas envisagé de créer leur studio. Est-ce que pour toi, c'était aussi, parce que par exemple, là, j'ai Chloé Chasny qui a créé elle une boîte qui s'appelle Omatic, qui disait que c'était un peu plus simple de collaborer avec des développeurs au sein d'une même structure, et que du coup devant les clients tu avais aussi plus de poids. Est-ce que pour toi aussi c'était un enjeu, enfin c'était quelque chose que tu voulais avoir en créant Pencil ou pas? Tu veux dire genre cette idée de collaboration? Ouais, c'est ça. Et puis du coup aussi d'avoir un peu plus de poids auprès du client. C'est vrai que parfois quand t'es en freelance, tu te dis bon c'est une petite structure, il ou elle est toute seule. Du coup, est-ce que je vais pas plutôt aller voir un gros studio plutôt qu'aller voir ce freelance là, tu vois? Oui, bien sûr. Et je pense que c'est rassurant au niveau des clients de savoir qu'on a une team derrière, que c'est pas une seule personne. Mais voilà, quand on a une vraie équipe, qu'on montre, ça a forcément un impact sur les travaux qu'on rend. Et ça, je pense, rassure des clients de savoir qu'on a une structure et non pas un individu, une personne travaillant individuellement. Ce qui était en fait, j'avais cette approche en tant que freelance, c'est-à-dire que quand je travaillais sur des projets, je sous-traitais pas mal de choses également. Donc en fait, ça avait beaucoup plus de sens d'avoir une vraie structure et de se représenter en tant que structure et non pas individuel. Et je pense que ça a effectivement un impact même au niveau des clients, de relations clients, de savoir que voilà, on est vraiment on a une collaboration qui est mise en place avec des personnes avec des expertises différentes qu'on peut apporter pour avoir vraiment une vision globale de votre projet en 360 à travers différents aspects. Donc ça, je pense que c'est important pour le client d'avoir ça en tête, effectivement. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es un peu entourée ou est-ce que tu t'es toujours toute seule dans ton studio? Je sais pas. Alors, moi, je sous-traite beaucoup pour l'instant. J'ai pas encore franchi le cap d'embaucher des gens en CDI. Je pense que je le ferai à un moment où quand ça me semblera opportun. Genre là, je pense que j'ai besoin encore un peu plus de faire mes preuves un petit peu plus en solo pendant un certain temps. Mais dans l'idée, évidemment, ça serait de développer. Mais il faudrait que je pense déjà trouver la bonne personne pour le bon rôle, que ça ait du sens sur le long terme. Enfin, voilà, là, j'ai beaucoup de relations qui se sont créées sur le long terme, même avec des gens que j'avais en stage, on continue à travailler ensemble. Et je travaille beaucoup avec des gens qui ne sont pas forcément basés en France. Je travaille beaucoup avec les UK, avec les États-Unis. Et j'aime bien aussi ce côté très international qui me représente bien d'une certaine manière, et aussi qui apporte beaucoup de richesse au projet, d'avoir différents points de vue, différentes mentalités, donc évidemment de différentes solutions. J'aime beaucoup aussi travailler évidemment avec les Français, mais c'est vrai que ça me plaît pas mal d'avoir un peu ce côté international. Je pense qu'il me représente bien, et aussi les relations clients Pencil en général. Donc à voir comment ça se traduira par la suite. Ok. Et du coup, comment est-ce que ton approche envers les clients ça a changé? Est-ce que c'est maintenant tu démarches beaucoup plus? Est-ce que tu réponds plus à des appels d'offres ou des choses comme ça ou pas? Non, pas du tout. Du tout. C'est vrai que je suis assez nulle. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un s'il y a des personnes qui nous écoutent qui est très bon en business dev, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Je serais contente de parler. Et c'est vrai que d'ailleurs, pendant un moment, j'ai voulu potentiellement essayer de m'associer justement avec quelqu'un qui avait cette compréhension, oui, qui avait ces compétences, exactement,
d'aller démarcher, faire du business dev. Il y avait des bonnes relations clients, etc. C'est vrai que c'est pas mon point fort. Et en fait, bon, là, naturellement, les choses se sont un peu créées, mais je vais pas, j'envoie pas de mail, je fais rien. Enfin, je laisse un peu les choses se faire, ce qui n'est peut-être pas la meilleure, la meilleure stratégie. Mais donc voilà, donc s'il y a un de tes auditeurs qui échoue en business dev et qui veut avoir une conversation sympa, je suis là. Voilà. Ok, ça marche, le message est passé. Ouais. Du coup, toi, t'as jamais démarché, c'est toujours on est venu vers toi ou comment ça s'est passé? Ouais, j'ai jamais démarché, jamais. On est toujours venu Ok, vers tant mieux. moi. Ouais. Putain, la chance, ok. J'ai eu cette chance de jamais de jamais démarcher. C'est vrai que j'ai eu pas mal de chance dans mes projets. C'est toujours un peu arrivé de manière très organique. Ouais. Mais en revanche, j'aimerais bien commencer à réfléchir à mettre en place, être un peu plus, prendre de l'avant, me présenter mon travail, chose que je fais pas forcément maintenant, quoi. Ok, et du coup maintenant avec Pencil, comment est-ce que tu gères tes productions en équipe du coup on en a un peu parlé là quand on évoquait un peu tes phases de prod entre le storyboard, le moodboard, etc. Mais comment tu les gères? Comment est-ce que tu vas switcher de quelqu'un à une autre personne? Parce que tu as une liste de freelance et du coup ça te permet d'aller voir, de savoir qui est meilleur en quoi, etc. Ouais, j'ai une liste de freelance. C'est vrai que j'aime bien travailler avec les mêmes personnes parce qu'il y a toujours des Ouais, relations de confiance qui s'installent. J'aime bien être un peu relax avec mes collaborations. J'ai eu des collaborations qui se sont malheureusement mal passées. Bon, ok. comme je l'ai dit tout à l'heure, tant mieux. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes échecs. Donc même si c'était des moments assez compliqué. J'en suis sortie, je pense, grandi malgré un peu c'est assez déstabilisant Ouais. d'avoir des collaborations qui se passent pas toujours très bien. Mais en revanche, quand je trouve quelqu'un avec qui ça se passe bien, j'essaie de faire durer la relation au plus long terme possible. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré des personnes formidables avec qui je travaille littéralement presque sur tous mes projets, que ce soit en 3D, en 2D. Donc voilà, donc j'essaie au maximum de retravailler avec ces mêmes personnes enfin, très ponctuellement, je vais aussi tester et amener des nouvelles personnes sur mes projets, voir comment ça se passe. Donc voilà, donc j'aime bien garder un noyau assez solide, mais aussi laisser des opportunités à des étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme, avoir des personnes qui m'envoient un peu des messages sur Instagram, qui sont intéressées de collaborer avec moi, etc. Donc c'est un peu un mix de personnes que j'embauche assez régulièrement et des personnes à qui je laisse une chance de travailler sur le projet, quoi. Et comment t'intègres dans ton process les nouvelles personnes? Parce que parfois ça peut faire un peu peur de se dire ok, j'ai jamais travaillé avec cette personne-là. Est-ce que ça a fité aussi bien professionnellement que humainement peut-être? Comment est-ce que tu arrives à te dire ok, je vais l'intégrer un petit peu plus dans ce projet-là? Je pense que c'est un peu plus de temps individuel avec cette personne pour essayer vraiment de la Ouais. guider et d'essayer au mieux en fait d'offrir un peu aussi ce côté de mentorship. Bon, évidemment en fonction de son niveau. Si c'est quelqu'un de très senior, souvent j'ai rien à leur apprendre et c'est plutôt le contraire. Mais Ouais. mais voilà, j'aime bien vraiment dédier du temps, tout simplement, pour essayer, genre, si on a besoin, on fait un call, je te réexplique. Si tu veux même, genre, qu'on fasse un brainstorm, qu'on parle d'idées, on échange des références. Donc, vraiment d'avoir un peu ce côté très ouvert et humain, tout simplement, avec des personnes et, et essayer de rester assez pédagogue et patient. Comprendre aussi que la personne arrive dans une structure qu'elle ne connaît pas, donc prendre vraiment le temps de la mettre à l'aise, de lui expliquer des attentes, de prendre du temps pour des échanges si la personne en a besoin, et enfin juste avoir d'établir une relation de respect et tout en étant genre j'aime bien avoir vraiment
un, un côté très positif dans mes projets. Enfin, j'ai vraiment envie que les gens soient contents de travailler dessus. Donc c'est vrai que ça, c'est une grande qualité que je recherche chez les personnes et les collaborateurs en général. C'est vraiment ce côté enthousiasme, très enthousiaste. Ouais, de la motivation, enthousiasme. Oui, qui fait toute la différence, quoi. Donc ça, c'est un côté très très important. Voilà, et des gens qui sont pas négatifs. Ça aussi, je préfère 1000 fois travailler avec quelqu'un qui a un travail un peu moins bon, mais qui a vraiment envie d'apprendre, qui a vraiment envie de travailler sur le projet, qui apporte des idées, qui a vraiment une bonne énergie, plutôt que voilà quelqu'un d'autre qui, même si son travail est très bon, a une mauvaise attitude ou une attitude qui correspond pas avec ce que, en tout cas, j'ai envie d'établir dans les dynamiques de mon projet, tout simplement. Ouais, c'est marrant que tu le dises parce que on avait parlé avec Gimmick Studio, un studio au Canada, et c'était à peu près la même chose. Ils préfèrent 100 fois une personne qui est gentille, assidue, enfin pas assidue, mais qui respecte tout, etc., qu'un gars qui est peut-être le plus talentueux du monde, mais qui s'en bat un peu les couilles, quoi. Donc ouais. Et ouais, du coup, après tout ce que tu m'as parlé là, j'ai récupéré la question que j'avais oubliée tout à l'heure. C'était que en fait, c'est les contacts vraiment qui sont primordiaux, peut-être au fil du temps, quoi. C'est toi, tu gardes des contacts de gens avec qui tu travailles parce que ça s'est bien passé, mais toi aussi, t'as des clients qui ont gardé ton contact parce que ça s'est bien passé derrière. Et c'est ça vraiment, je pense qu'il faut chérir à un moment peut-être. Bien sûr, complètement. Et les relations, c'est tellement important. Je veux dire, tous les jours, on a, et encore, j'ai fait des erreurs vraiment je pense, et c'est dur de s'adapter aux différentes personnalités. Mais les relations, c'est indéniablement une partie du travail, surtout quand on a sa propre agence. Mais après, je pense que vraiment le mot d'ordre, c'est la flexibilité. C'est la flexibilité et le respect. C'est l'envie et d'essayer toujours mieux de comprendre la personne en face de soi. Et parfois c'est dur, parfois il y a vraiment des moments compliqués. Et bon, ben en tout cas, dès que j'arrive un peu, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'apprendre en fait de ces erreurs. Donc par exemple, j'avais eu des problèmes en management avec certaines personnes dans mes projets précédents. J'ai fait des formations en ligne. J'ai essayé vraiment de m'intéresser comment. Ouais, genre j'ai vraiment essayé de prendre. J'ai essayé de prendre le taureau par les cornes et aussi moi de me demander aussi genre mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Donc voilà, donc j'ai fait une formation en ligne cet été de quelques mois. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Et c'est quelque chose auquel j'aspire, c'est de toujours voilà être d'essayer au maximum de progresser dans certains domaines qui sont essentiels dans mon travail et notamment donc les relations avec ma team et aussi évidemment les clients qui demandent au final une intelligence émotionnelle. Enfin voilà, parfois c'est complètement en dehors de sa zone de confort, mais il faut savoir gérer ses émotions, il faut savoir rester calme, et c'est hyper important. Ouais. Faire un peu de yoga, de méditation avant un gros call et puis voilà quoi. Non mais ouais, c'est sûr que les relations humaines c'est le truc à gérer, à savoir gérer. Parfois t'as toujours des surprises, quoi. Tu sais jamais ce qui peut t'attendre. Mais ok, ouais, non, c'est bien aussi que tu puisses dire ça. Ok, c'est cool. Ok. Et du coup, si on devait un peu parler d'un projet sur lequel tu avais travaillé là avec Pencil dernièrement, si tu devais en choisir qu'un, par exemple, qui t'a vraiment plu et qui t'a vraiment apporté, toi, ça serait lequel? Je pense que ça serait le projet pour Mac Miller. Qui s'appelle The Star Room, parce que c'est vraiment un artiste que j'adore et d'avoir cette opportunité de lui rendre hommage, ça a été un moment très fort, très émouvant, et j'ai beaucoup de qui était vraiment c'était très émouvant de travailler sur ce projet, donc j'en garde un très bon souvenir et j'ai été je me sentais très chanceuse de pouvoir faire partie de son hommage et de son héritage d'une certaine manière. Donc voilà. Donc je dirais ce projet.
Ok. Bah, t'as pas eu de Jolipa, mais Mac Miller, c'est quand même déjà pas mal. C'était un projet pro ou c'était toi perso qui t'avais fait ça? Non, c'est un projet pro. C'est un projet pro. J'avais déjà travaillé j'avais déjà fait des animations pour des visuels de Mac Miller en 2021, en septembre 2021. Ok. Et donc en fait, son frère, avec qui j'étais à peu près resté en contact avec, m'avait contacté parce qu'il voulait faire un visuel pour donc ce clip de musique qui était une version qui était unreleased de cette chanson spécifiquement. Et donc, il voulait un visuel pour l'accompagner. Et donc, il a fait appel à moi et on a fait ce projet ensemble. Mais donc, oui, c'était génial. Ok, trop bien. Ouais, Mac Miller, c'est aussi un de mes artistes préférés, du coup. Incroyable. Ouais. Et, ouais, triste pour après. Ok. Est-ce que ça te dit qu'on aide un des auditeurs du podcast avec peut-être un problème qu'il ou elle a pu avoir? Ouais. C'est depuis cette saison, j'essaye de lancer ce nouveau truc. Je l'ai appelé Client React. Je sais pas si c'est un bon nom ou pas. On verra. Mais c'est histoire de. Du coup, les auditeurs peuvent m'envoyer directement sur l'Instagram de Motion Meet en MP des petits problèmes. Et bien sûr, ça restera anonyme. Je vais pas afficher la personne si elle insulte son client ou si ça se passe pas bien. Aucun intérêt à faire ça. Du coup, voilà. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit message et c'était celui-ci. J'ai été en contact par un client pour lui faire un devis en urgence, tout en ayant en tête qu'il faudrait travailler durant le week-end pour entrer dans les délais. Le client répond finalement: ah non, on avait prévu un projet vraiment beaucoup, beaucoup moins. Enfin, il a expecté quelque chose de beaucoup moins cher, pardon. Et du coup, comment est-ce que tu peux gérer ça en tenant compte que toi, t'as un prix et ton client veut vraiment, par exemple, là, c'était le tiers de ce qui avait été devisé. Est-ce que tu dis, tu laisses couler et tu fais quand même le projet? Ou est-ce que tu dis, non, en fait, ça va pas se faire du tout, du coup? Moi, j'aurais plutôt le truc genre, je laisse couler ce client-là, mais je le laisse filer et voir quelqu'un d'autre. Mais je sais pas, toi, comment est-ce que tu prendrais ça? Moi, tout simplement, le facteur des décisionnaires, c'est si j'ai envie de faire le projet ou pas. J'ai fait des projets Ouais, dans ma carrière où j'ai perdu de l'argent, où j'ai moins investi de mon propre argent pour faire des projets parce que j'étais passionnée, que j'avais ok, vraiment envie de les faire, tout simplement. Et je ok. veux dire, j'ai plein de projets aujourd'hui. Attends, pardon, mon Slack, hop là. En fait, c'est vraiment si j'ai envie de faire le projet, je le ferai. Et généralement, voilà, ça m'arrive de faire des trucs même gratuitement et même des projets où j'investis mon propre argent parce que j'ai envie que ça se fasse et j'ai envie que ce soit des meilleurs projets qu'ils puissent être. Ceci étant dit, si c'est un projet que j'ai pas envie de faire, mais si en plus on me dit que finalement il y a qu'un tiers du budget, je dis non, Ouais, tout simplement. ouais, je comprends. Et après, c'est vrai que j'avais oublié l'aspect où le projet pouvait nous plaire à ce moment-là. Ça, c'est déjà quand on voit le client me dit, ok, ça va être peut-être un peu moins, tu fais, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et si c'est quelqu'un qui vient de voir juste comme ça et que tu le connais pas forcément, et ça dépend aussi de la relation que tu peux avoir avec lui aussi. Si c'est un client de longue date et que pour une fois il fait, j'ai pas trop de budget ici, machin. Mais mais ouais, c'est plusieurs choses à prendre en compte là-dessus. Donc ouais, ok là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc c'est vraiment essayer de voir si le projet nous plaît ou non, essayer de voir si on est prêt à faire des concessions à ce moment-là, ou si tout simplement, je sais pas, c'est peut-être un client de longue date. Moi, je prendrais ça aussi en compte, c'est qu'il a pas forcément de budget ici. Mais sinon, si c'est quelqu'un tu connais pas forcément et dont le projet il est pas foufou, du coup, ce serait plus laisser passer ce client-là, quoi. Ouais, d'accord, Danae. Exactement. Ouais. Ok là-dessus. Là, le podcast touche tout doucement à sa fin. Est-ce que tu aurais des inspirations à nous partager? Quelque chose, Euh, ça peut être en dehors de l'animation, ça peut être des choses que tu as vues hier, je sais pas, du bah, cinéma, ça peut être un livre ou autre. je vais dire que je suis quand même très attirée par
les choses contemplatives en général. Je pense que s'il y a un film qui a changé ma vie, parce que je peux parler de ça, ce serait Virgin Suicide de Sofia Coppola. Ok. Je pense film que j'ai regardé des centaines et des centaines de fois en boucle quand j'étais plus jeune, et qui m'a vraiment, je pense, émerveillée qui m'a ouvert en fait à la poésie visuelle d'une certaine manière, parce que c'est un film qui est extrêmement poétique, et j'ai été très touchée par cette poésie, par ces thèmes abordés qui sont la solitude, le quotidien, la lumière, enfin tout cet univers que Sofia Coppola a construit. Et je l'ai tellement regardé ce film en fait que je pense que ça a réveillé quelque chose chez moi, et avec un côté voilà très très rêveur, très émerveillé par les petites choses qui peuvent parfois passer inaperçues, on va dire. Et donc voilà, donc ça, je pense que c'est une de mes inspirations. C'est le cinéma de Sofia Coppola, en particulier ce film qui m'a beaucoup touchée. Ok. Et voilà, bon, je pense que c'est ma réponse. Voilà. Ok, donc allez voir Virgin Suicide si ce n'est pas déjà fait. Ça marche. Moi, j'avais un truc qui était un peu en relation avec ce que tu parlais tout à l'heure. En ce moment, je suis en train de lire le livre La création collaborative de Alejandro Masferrer. Et du coup, c'est pas mal parce que il explique un peu lui par où il est passé. C'était un copywriter, je crois, au départ. Et à chaque fois, il trouvait que les gens avaient du mal à collaborer créativement, etc. Que parfois, tu avais des gens qui mettaient leurs idées un peu plus en avant que d'autres, etc. Donc, c'était un peu... Je suis au tout début, donc je pourrais pas donner toutes les solutions là, mais c'était un peu voir comment mettre plusieurs créatifs sur un même projet et que tout le monde se sente investi à l'intérieur. Donc voilà, avant de passer du coup à la formation où j'irai pouvoir gérer des personnes à côté, quoi. Ok, là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir dans ce podcast prochainement? Il y a une réal et j'adore son style. Elle s'appelle Laura Pasalaca. Ok. Elle fait des animations et elle est française, il me semble. Je pense qu'elle est française, mais j'aime beaucoup son style. C'est des illustrations au crayon de couleur, et elle a fait aussi des trucs en réal. J'avais vu des projets d'elle sur Chanel, et j'aime beaucoup son univers. C'est vraiment très beau, très coloré et texturé, que j'adore évidemment. Donc voilà. Ok, ça marche. J'irai checker. Merci de m'avoir donné cette personne à aller voir. Écoute, Danae, je sais pas si tu avais un petit quelque chose à rajouter ou si c'est bon pour toi. Je voulais te remercier pour ce temps de parole et cette conversation fort sympathique. Et puis voilà, peut-être qu'on refera un podcast dans quelques années, et les choses auront encore énormément changé, j'espère. Quand t'auras explosé là vraiment tout ça là. Voilà. On pourra répondre à autrement. Quand t'auras fait ton clip pour Dua Lipa, je te réinterviewerai à ce moment-là. Exactement, parfait. Deal. Non, vraiment merci beaucoup à toi pour ton temps et ouais, d'avoir partagé tout ça. Je trouvais ça hyper inspirant de voir un peu par où t'es passé, et même que tu nous partages un peu tes galères, etc. C'était vachement cool. Et puis voilà, on se dit peut-être à une prochaine alors, et salut à ceux qui nous écoutent. Ça marche. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.